C'est une petite vidéo qui fait quoi? Une vidéo qui montre un homme et une femme sur une terrasse en train de discuter avec du café, des choses à boire. Simple que ça. Et en fait, 70% des hommes ont répondu que c'était un préliminaire amoureux, et 70% des femmes ont répondu que c'était deux personnes en train de discuter sur une terrasse. Il n'est pas question de parler de sexualité de l'enfant. Un enfant est asexué. Pour avoir une sexualité, il faut une maturité psychologique et une maturité hormonale. L'enfant n'a ni l'une ni l'autre. Donc on ne peut pas parler de sexualité ou d'éducation à la sexualité de l'enfant. C'est une hérésie. C'est une forme de pédocriminalité de dire ça. J'assume ce que je dis. L'enfant le bébé arrive au monde avec deux jambes, il ne sait pas marcher. Il arrive au monde avec des yeux, il ne voit pas jusqu'au 2e mois. Donc il arrive avec un sexe, il lui sert que pour uriner. Donc stop à ces idées. Deuxième épisode de questions-réponses qui viennent sur les réseaux sociaux à travers notamment TikTok, Instagram et YouTube. Et j'ai aujourd'hui une invitée, Ralia Benmili, qui nous vient de Casablanca et qui va poser les questions. On va parler de quoi, Ralia, aujourd'hui? Bonjour Sarah, aujourd'hui on va parler de l'éducation et de la relation homme-femme. Pour commencer, je vais te poser la question par rapport à l'amitié homme-femme. Est-ce qu'elle existe? Ah, c'est une bonne question et c'est une question qui revient souvent. Il y a des gens qui se disent l'amitié homme-femme ça n'existe pas, il n'y a pas de raison, c'est même pas la peine. Et d'autres qui disent bah oui que ça existe. Alors je vais donner un petit peu mon avis. Il n'y a pas forcément de choses scientifiques là-dessus, donc il n'y a pas de recherche à ma connaissance là-dessus. Il est très important, si vous êtes un homme, une femme, d'avoir des amis de l'autre sexe. Très important, des deux sexes, très important. Pourquoi? Parce que déjà ça démystifie, déjà ça vous permet de connaître la psychologie de l'autre côté. Parce que nous n'avons pas les mêmes psychologies, nous avons certes des cerveaux qui de l'extérieur paraissent les mêmes, mais ça ne fonctionne absolument pas de la même façon. Et il y a des différences entre hommes et femmes. Donc c'est très important d'avoir des amis des deux sexes parce que ça vous permet de comprendre la psychologie de l'autre et de démystifier l'approche vers l'autre sexe. Très important parce que sinon chaque fois que quelqu'un s'approche de nous ou on s'approche de quelqu'un, tout de suite on va sexualiser la relation. Alors, c'est ça à quoi ça sert la relation amicale, d'amitié homme-femme, ça sert à désexualiser les relations humaines entre nous. Et en fait, on va finalement être attiré par une personne parce que la personne répond quelque part à nos besoins et c'est là où on commence à être attiré et à vouloir être avec elle et à vouloir espérer avoir quelque chose d'autre que de l'amitié. C'est quelque chose qu'il faut avoir. Surtout ne pas se priver d'avoir des relations amicales avec l'autre sexe. Est-ce que la société ou la culture influence la perception de l'amitié homme-femme? Ah bah oui, évidemment. Forcément, il y a plein de pays encore, et même en France, on a exposé un groupe d'hommes du même niveau socio-économique, intellectuel, et des femmes du même âge et niveau socio-économique et intellectuel à la même image. C'est une petite vidéo qui fait quoi? Une vidéo qui montre un homme et une femme sur une terrasse en train de discuter avec du café, des choses à boire. Simple que ça. Et en fait, 70% des hommes ont répondu que c'était un préliminaire amoureux et 70% des femmes ont répondu que c'était deux personnes en train de discuter sur une terrasse. Donc on voit bien que effectivement déjà le cerveau masculin et le cerveau féminin ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que si vous êtes un homme, je vous encourage à avoir beaucoup d'amis filles. Ça va désexualiser la relation, ça va contribuer à éduquer un petit peu votre cerveau, à voir les choses autrement que des choses sexuelles, que forcément qu'il va y avoir des trucs sexuels entre vous. Donc ça c'est un. Mais tout ce qui commence par la clarification finit par de l'entente. C'est la pensée du jour. Je vais passer à la deuxième question. Tu as dit dans une précédente vidéo qu'un homme naïf n'est pas attractif pour une femme. Pourquoi? Alors, ça c'est une question super importante et s'il y a des hommes qui nous écoutent, qui sont dans cette situation-là, ça serait important de faire un travail sur l'affirmation de soi. Pourquoi? Parce que effectivement, une femme a inconsciemment ou consciemment besoin de se sentir protégée par son conjoint.
Je m'explique. Un homme qui ne sait pas dire non, un homme naïf, c'est en général quelqu'un qui ne sait pas dire non. C'est quelqu'un qui croit ce qu'on lui dit. Et quelqu'un qui croit tout ce qu'on lui dit, bah, c'est pas rassurant. Parce que si tu crois tout ce qu'on te dit, bah, ça va pas du tout. Dans la vie, on est bien d'accord, on sait bien que les humains sont, il y a des gens bien, des gens moins bien, et en fait, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc on doit, c'est quelqu'un qui sait, qui apporte un jugement, qui sait dire non, ou bien juste ça, je sais pas, je vais vérifier, après je reviens vers vous. C'est plus rassurant pour une femme. Donc elle va se sentir plus en sécurité avec un homme qui sait dire non, qui sait mettre des limites, que quelqu'un qui dit oui à tout et qui ne sait pas dire non. Et quand quelqu'un lui demande quelque chose, il est tout le temps en train de dire oui. Non, c'est pas sécurisant du tout. Donc on a besoin, les femmes ont besoin d'avoir un homme qui sait mettre des limites, même vis-à-vis d'elles. Et quelle est la différence entre la naïveté et la bienveillance dans ce contexte? Alors, la naïveté, comme on a dit, c'est dire oui à tout. La bienveillance, c'est je peux dire non en étant bienveillant. C'est-à-dire, non, en fait, ça me convient pas cette histoire. C'est pas comme ça que je le vois. On n'est pas obligé d'agresser en disant non. Non n'est pas une agression, non c'est juste une limite. Moi ça me convient pas. C'est oui, ce que tu me proposes est intéressant, mais je le sens pas. Tout simplement, des fois on sait pas pourquoi on veut pas, mais on le sent. Et il faut avoir l'honnêteté de dire, je le sens pas. Donc on peut être bienveillant en apportant une réponse négative, on va le faire avec bienveillance. C'est comme avec l'éducation avec les enfants, l'éducation positive. C'est la bienveillance, c'est dire non, forcer l'enfant à faire des choses en étant bienveillant. Comment un homme peut-il trouver un équilibre entre ne pas paraître naïf et rester authentique dans ses relations? Il faut faire un travail sur soi qui est l'affirmation de soi. Il ne faut pas paraître pas naïf parce que du coup, si vous ne voulez pas paraître, vous allez faire des erreurs. Vous allez dire non sur des choses, alors il n'y a pas besoin de dire non. Vous allez dire non, vous allez passer pour un con peut-être. D'ailleurs, il faut dire non parce que vous avez besoin de dire non. Vous n'allez pas dire non parce que vous voulez paraître. À chaque fois qu'on cherche à paraître, on va faire des erreurs. Donc l'idée, c'est de travailler réellement son non, c'est-à-dire se connecter à ses besoins personnels et à ses attentes. Et à ce moment-là, on peut dire non à certaines choses qui ne font pas sens avec nos propres valeurs, et dire oui aux choses qui font sens. Donc il ne faut pas essayer de ne pas paraître, il faut l'être. Il faut être sincèrement connecté avec soi et pouvoir apprendre à dire non, ça s'apprend. Il y a des trainings, des stages où on peut apprendre en 2-3 jours, apprendre à dire non et ça marche très bien. Mon fils de 8 ans se débat par terre. Il casse tout quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Que puis-je faire? C'est un truc qu'on a tous vécu en tant que parents. Alors, est-ce que c'est un comportement qui est fréquent chez les enfants de cet âge? Alors, il est fréquent à partir de 4 ans déjà, 3 ans, je crois même qu'il y a des parents qui vont dire à 2 ans, mon enfant faisait ça. Hein. Donc, les enfants, certains sont précoces, d'autres pas, donc chacun, donc il y a vraiment... mais 8 ans, c'est assez avancé dans l'âge, normalement, il aura déjà compris certaines choses avant, mais bon, ça peut encore arriver. En fait, peu importe l'âge de l'enfant, il se débat par terre parce qu'il veut quelque chose que vous lui avez refusé et il est dans un état de frustration. Donc ça sera l'occasion de lui apprendre à gérer sa frustration. Ça c'est très important. Une personne qui ne sait pas gérer sa frustration, ça sera un futur adulte tyran. C'est pas possible. Si on n'a que des tyrans dans la société, on est mal barré. Puis c'est l'occasion de se dire, c'est l'occasion, je vais lui apprendre à gérer sa frustration. Donc, un enfant se met par terre, peu importe son âge. En fonction de son âge, évidemment, si c'est 2 ans, on va plus le prendre de façon ferme et douce, et l'emmener, parce qu'il est petit, on peut faire ça, mais un enfant de 6 ans, c'est compliqué, il va se débattre, ça va être l'horreur. Imaginons que ça se passe dans un supermarché, parce que la majorité des enfants vont le faire dans un endroit public, parce qu'ils vous ont déjà observé dans le passé. Ils savent que quand il y a des amis à la maison, vous n'avez pas le même comportement avec eux. Oh mon chéri, machin, on est tous un masque social et on va avoir un comportement différent devant les autres. Donc lui, il a capté ça. Et du coup, parce qu'il a besoin du truc, il va vous faire sa petite crise, entre guillemets. Il est frustré, mais c'est une émotion réelle. Il faut la prendre en considération. Donc qu'est-ce que je fais en pratique? Je vais voir l'enfant. Je vais lui dire, je vois que tu es frustré, j'ai pas voulu t'acheter un tel ou telle chose. Et comme je ne vais pas te l'acheter, et ça c'est certain, tu peux
Si tu veux continuer, tu vas continuer. Je ne l'ai pas injurié, je ne l'ai pas frappé. C'est là où on parle de psychologie positive. Dire, j'écoute l'enfant, je vais lui dire, oui, j'ai compris que tu es frustré, je ne t'ai pas acheté et je comprends que tu sois frustré, mais je ne te l'achèterai pas. Tu peux continuer à crier si tu veux. Moi, je vais patienter et regarde. Moi, ma fille avait 4 ans, elle m'a fait la même crise, c'était pareil. Et ben, je suis allée la voir, je lui ai dit, écoute, ma fille, je ne vais pas t'acheter ton truc, je vais finir de payer mes courses, je vais t'attendre avec le chariot à l'extérieur, de l'autre côté de la caisse. Ce que j'ai fait, je garde un œil sur elle. Je me souviens, il y avait un banc, je me suis assise calmement. Je ne l'ai pas menacée, je ne l'ai pas injuriée, je ne l'ai pas frappée, certainement pas. C'est là où on parle de psychologie positive. Dire, j'écoute l'enfant, je vais lui dire, oui, j'ai compris que tu es frustré, je ne t'ai pas acheté et je comprends que tu sois frustré, mais je ne te l'achèterai pas. Tu peux continuer à crier si tu veux. Moi, je vais patienter et regarder. Et en fait, quand vous faites ça, il va falloir que vous acceptiez que tous les gens autour de vous vous jugent mal. C'est ça le truc que les gens ne supportent pas. Et c'est pour ça qu'ils vont céder, ou alors le menacer pour montrer que je suis un parent autoritaire, alors qu'à la maison ça se passe pas comme ça, je suis autoritaire devant les gens. Donc du coup, ben non, je vais accepter que tous les autres autour de moi se disent « Ah, c'est un mauvais parent ». C'est pas grave. N'oubliez jamais que votre mission c'est d'éduquer votre enfant. Et ces gens qui sont autour de vous, vous n'allez jamais les revoir. Donc, à un moment, il faut faire des choix. Moi, je choisis d'éduquer mon enfant pour en faire une personne, un adulte responsable et qui sait gérer ses émotions. Parce que petit, on ne sait pas gérer déjà ses émotions à son âge, et ben on n'apprendra jamais à les gérer. Et on grandit comme un adulte qui ne sait pas gérer ses émotions. Ni frustration, ni agacement, ni tristesse, rien du tout. Et l'idée, c'est justement de rester calme et d'accepter que l'enfant fasse ce cirque-là et d'accepter que les gens vous jugent mal et que vous restiez calme. Comment distinguer un comportement normal d'un signe potentiel de troubles comportementaux? Alors, déjà, il faut savoir de quoi est-ce qu'on parle en termes de troubles comportementaux. Est-ce qu'on parle d'un trouble oppositionnel avec provocation, par exemple? C'est quoi le trouble du comportement? Il faut d'abord le définir. Le comportement normal, c'est de dire ça, je ne veux pas ça, d'exprimer une envie de ne pas faire quelque chose qu'on lui a demandé. Par exemple, je demande à mon fils de ranger sa chambre, il me dit oui, et puis 2 heures plus tard il l'a pas fait, puis le lendemain il l'a pas fait, puis le lendemain il l'a pas fait. Moi j'ai envie de dire oui, ce sont des comportements normaux pour des jeunes, des adolescents. Maintenant, comment est-ce que ça c'est un trouble du comportement? Non. Maintenant, mon fils, je lui dis de ranger la chambre et qu'il shoot et qu'il claque la porte, qu'il met son poing dans la porte, oui, c'est un trouble du comportement opposant. On passe à la 5e question. Comment aborder l'éducation sexuelle avec les enfants? Il n'est pas question de parler de sexualité de l'enfant. Un enfant est asexué. Pour avoir une sexualité, il faut une maturité psychologique et une maturité hormonale. L'enfant n'a ni l'une ni l'autre. Donc on ne peut pas parler de sexualité ou d'éducation à la sexualité de l'enfant. C'est une hérésie. C'est une forme de pédocriminalité de dire ça. J'assume ce que je dis. Le bébé arrive au monde avec 2 jambes, il ne sait pas marcher. Il arrive au monde avec des yeux, il ne voit pas jusqu'au 2e mois. Donc il arrive avec un sexe, il lui sert que pour uriner. Donc stop à ces idées que un enfant, parce qu'il a un sexe, il est sexualisé. Non, il ne l'est pas. Ça, c'est la première question. Donc on ne parle pas d'éducation à la sexualité, on parle de prévention de la sexualité, et c'est à partir de 11-12 ans. Pas avant, parce que c'est là où l'enfant commence à comprendre ce que c'est que la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose qui se découvre petit à petit avec le temps. Quand il y a un adulte qui vient expliquer les pratiques sexuelles à l'enfant, c'est déjà une transgression, c'est déjà un acte pédophile. Bien sûr, les gens vont le faire de bonne intention, mais non, c'est pas bon. Il ne faut pas transgresser ce tabou entre l'adulte et l'enfant. Ça, c'est 1. 2, comment parler de sexualité aux enfants? C'est la traditionnelle question, comment on fait les bébés, maman? Comment on fait les bébés, papa? Et on ramène un livre, il y a plein de livres scientifiques avec des dessins qui ne sont pas sexuels du tout, mais qui sont juste, montrent les organes génitaux. Un garçon s'est fait comme ça, une fille s'est fait comme ça. On va parler avec ces mots-là, et on ne va pas aller parler de sexualité, de pratiques sexuelles, mais non. Très important que les parents disent aux enfants comment on fait des bébés. C'est important, la cigogne, tout ça, ça va 5 minutes. Mais il faut le faire de la bonne manière. Et il est préférable que ce soit vous, parents, qui le fassiez, plutôt que ce soit l'école qui va le faire de façon
là, ce qui est en train de se passer, il va le faire de façon complètement tordue, ou alors que ce soit, il apprenne sur Internet, très 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 déstructurant pour un enfant. Plus jeune on est exposé à des images sexuelles, plus on va être déstructuré mentalement et on va avoir des troubles de différentes sortes, des plus légers jusqu'aux plus sévères. On en reparlera à un autre moment. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, tu as répondu, mais j'ai une autre question. Vas-y. Comment faire pour que l'enfant se sente à l'aise de poser des questions et d'en parler librement? Quand le parent fait justement cette action de parler de comment on fait les bébés et qu'il présente sur un livre, voilà, voilà, ça se passe comme ça, avec des mots soft, et ben l'enfant, et on le dit à l'enfant, si tu as des questions, tu n'hésites surtout pas à venir m'en parler. Parce que si à chaque fois que si l'enfant dit des choses, pose des questions, on dit « Oh non, oh, c'est des choses d'adultes, il faut surtout pas », alors on passe de « il faut surtout pas parler à l'enfant de ça » à « il faut tout lui dire, il faut lui montrer le Kama Sutra ». Non, là on est dans des extrêmes. Il faut rester au milieu. Et au milieu, c'est je montre scientifiquement les choses, je dis qu'il y a la petite graine, un petit câlin spécial, la petite graine qui se met dans le ventre de la maman, et hop, le bébé se met en marche. Et on va laisser lui imaginer. On va pas lui mettre des images mentales sexuelles dans la tête. C'est très choquant en fait pour un enfant. Laissons les enfants dans leur monde, parce que l'enfant, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Il aura le temps d'être adulte, de comprendre plein de choses. Donc tout doucement. Et ça, quand on a ce discours-là et on lui dit si tu as des questions tu entends des choses à l'école, tu viens m'en parler. Moi, et même on peut devancer, tiens, mais j'ai vu un tel ou un tel à faire ça, il a dit ça. Ah oui, t'as entendu ça où? Qui c'est qui a dit ça? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Souvent les enfants vont dire des mots absolument immondes et très vulgaires, mais ils savent même pas ce que ça veut dire. Leur dire, si par contre ils viennent nous voir, les mamans, qu'est-ce que ça veut dire? Tout dépend en fonction de son âge, ça va être ça, en fonction de son âge. Il a 10 ans, on peut peut-être donner des éléments de réponse. Il a 5 ans, il ne faut pas l'embêter avec ça. Tu comprendras quand plus tard, dans 5 ans on en reparle. Des choses comme ça. Et donc lui dire que c'est toujours possible, en fait. Le truc qui arrive quand la confiance est rompue entre les parents et l'enfant, c'est quand l'enfant ramène quelque chose et on va lui mettre la honte. Comme disent en anglais, on dit « ashamed him », c'est-à-dire je vais lui mettre la honte dessus. Je vais lui dire « oh, mais comment tu oses parler comme ça ?» Le message inconscient qu'on lui donne, c'est « ah ben t'as pas le droit de poser ces questions ». Et il va le comprendre très vite, hein. Il ne posera pas. Et au lieu de chercher les réponses saines que vous, adultes sains, vous allez lui donner, il va aller chercher des réponses sur Internet ou avec les copains. Et donc ça sera toujours erroné. Pour la 6e question, c'est comment protéger nos enfants de la pédophilie? Eh ben c'est une bonne question. Oui, alors déjà la première chose, c'est d'avoir un dialogue ouvert avec l'enfant en tant que parent. C'est notre job de parent de faire ça. C'est-à-dire, dès le départ, on va lui enseigner que certaines parties sont des parties intimes qui n'appartiennent que lui. On peut faire à personne. Personne n'a le droit de le voir, personne n'a le droit de le toucher. Ça, c'est important. Deuxième chose, on ne se balade pas complètement à poil. Il y a des familles incestuelles, alors contrairement à incestueuses, où on va faire des choses à l'enfant. Incestuelles, ce sont des gens qui vont regarder du X devant le gamin, qui vont se balader à poil ou qui vont avoir des relations sexuelles devant leurs enfants. Ça, c'est complètement incestuel et ça détraque le cerveau, la croissance normale du cerveau de l'enfant. Un enfant est asexué, il faut le respecter. Ça, c'est un premier point. En fait, l'enfant doit se dire me voir à poil, me toucher, c'est anormal. C'est ça qui va protéger l'enfant de la pédophilie. Si tout ça paraît normal, que l'éducation sexuelle se fait à l'école, que le prof qui vient lui expliquer c'est quoi cette pratique ou cette pratique, pourquoi l'enfant se dirait ce qui est en train de me faire l'autre, c'est pas normal? Non, ça lui paraît normal. Donc un enfant, je répète, est asexué. Maturité psychologique, maturité hormonale, et là on commence à parler de sexualité. Donc un enfant doit, pour lui, si quelqu'un lui parle de sexe, de sexualité, le touche, lui parle, c'est déjà une transgression. C'est comme ça qu'on protège nos enfants de la pédophilie. Et quelles sont les erreurs courantes que font les parents lorsqu'ils essayent de protéger leurs enfants? Alors les erreurs les plus classiques en fait, c'est
qu'on dit à nos enfants, si un gars dans la rue vient te donner des bonbons, faut pas monter avec lui. Alors, effectivement, hein, ça c'est bien, mais il faut aussi lui expliquer que les pédocriminels sont des gens très gentils, d'abord. Il faut leur dire qu'un pédocriminel, il peut ressembler à n'importe qui, donc ne faire confiance à personne, certes, surtout si l'enfant rentre tout seul, et ce que je ne recommande pas du tout avant. Et il y a des méchants, mais qui n'ont pas des têtes de méchants, qui ont des têtes de gentils. Donc juste, toi, tu fais confiance à personne. Si c'est pas un tel et un tel qui vient te chercher à l'école, tu ne vas avec personne. Et tu n'acceptes effectivement rien. Et pour aller plus loin, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de leur dire que personne n'a le droit de regarder, que ce soit quelqu'un de la famille ou pas de la famille. Parce qu'il faut savoir que 8 agressions sexuelles sur 10 se passent dans la famille. Donc ça, malheureusement, c'est très prédominant et beaucoup d'enfants ont été agressés dans le cadre familial. La question à laquelle on a répondu tout à l'heure, c'est comment on fait pour protéger nos enfants de la pédophilie, c'est-à-dire leur apprendre à leur intimité. Personne ne s'en approche, ni dans le verbal, ni dans le geste. Est-ce que ça répond? Oui. Ok. On va passer à la dernière question. Allez. Quelles sont les qualités indispensables pour réussir? Quelles sont les qualités indispensables pour réussir? Comment définirais-tu réussite aujourd'hui? Justement, c'est une bonne question, ça. Alors aujourd'hui, de manière générale, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la réussite, pour la plupart des gens... Bon, surtout dans le contexte culturel. Pour la plupart dans toutes les cultures, la réussite elle est essentiellement réussite sociale et donc financière. C'est-à-dire, tu as fait quoi comme études, tu gagnes combien, ton compte bancaire, etc. Bon, c'est une réussite, effectivement. Donc, si on rentre dans ce détail-là, est-ce que la réussite finalement personnelle, c'est être heureux? Peu importe si on est PDG de je ne sais quelle société ou si juste on est simple employé quelque part, ça c'est une très grande question finalement. Est-ce que c'est le bonheur, c'est le fait d'être calme, tranquille, serein et en acceptation de ce qui est bien et de ce qui est moins? Et ça c'est une autre question. Et si on parle de réussite, à faire quelque chose, et même ça, ça reste une bonne quête. La quête de la quiétude et du bonheur reste une bonne quête qu'il faut garder en tête parce que c'est finalement la meilleure des réussites. Mais si on parle de manière générale, ce qui fait la réussite, justement, c'est la persistance. Il y a même, moi j'ai une formule de maths en tête, S égale à P multiplié par A. A étant l'attention, P égale à persistance ou on va dire persévérance, et S c'est le succès. Donc le succès c'est la persévérance fois l'attention. C'est-à-dire que l'attention qu'on apporte à quelque chose, c'est ça qui va nous faire et qu'on va répéter de manière différente jusqu'à ce qu'on réussisse, c'est ça qui fait le succès. Veut dire qu'il faut être OK avec le fait qu'on va rater plusieurs fois. Et bien quand on essaye, on fait une expérience. Et quand on a fait une expérience, et ben ça donne ou bien un résultat positif, cool, ou bien on apprend. La plupart des gens disent c'est un échec. Non, c'est pas un échec. Dès lors où s'il n'y a pas d'humiliation dans le truc social, c'est pas un échec. C'est un apprentissage. Donc, et quand j'apprends là, ben j'améliore la prochaine fois que je vais essayer, forcément. Et donc c'est ça qui fait qu'on va réussir avec le temps. Et l'attention, ça veut dire que je vais focaliser, pas focaliser dans le sens je suis obtus, mais si c'est ça mon objectif, ben je continue là-dedans. Jusqu'à ce que je comprenne comment ça fonctionne, j'écoute, je prends des conseils, mais finalement je fais les choses à ma sauce et en fonction de mes valeurs, de ma façon de voir les choses, etc. Donc si on veut réussir, peu importe le domaine, on accepte qu'on va rater et on continue à apprendre parce que rater, ça donne l'expérience, puis ensuite la leçon. Et la leçon, c'est ça qui nous permet d'ajuster notre tentative prochaine, notre essai prochain. Je sais pas si ça répond. Si. Ok. Merci Sarah. Merci à toi Radia de t'être prêtée au jeu des questions-réponses. C'était un plaisir que tu partages avec moi cette vidéo-là.
Et si ça vous plaît, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr, ça m'aide aussi justement à comprendre. Faites-moi des remarques sur les choses que vous voulez améliorer, sur les choses qui vous paraissent pas forcément utiles. Moi, ça me permet d'ajuster justement mon contenu. Ce qui m'intéresserait, c'est vraiment savoir quels sont les sujets que vous avez envie que j'aborde. Posez-moi vos questions et je vous dis à la prochaine fois. Abonnez-vous, likez et tout le bazar qui suit.